qu'on comprenne bien ce qui est en train de se passer, ce qui est revendiqué, vérifié ou non vérifié, ou vérifiable, quand Vladimir Poutine dit qu'il a pris la ville de Kupiansk, ville d'importance moyenne. Non seulement ça, mais qu'il aurait pris au piège des milliers de combattants ukrainiens. Bon, alors il faut rester prudent. Kupiansk, c'est une ville qui se trouve au nord du théâtre d'opération, enfin au nord du front, dans la province de Kharkiv. C'est un lieu, déjà un lieu assez symbolique, parce que c'était là que les Ukrainiens avaient infligé une défaite assez cinglante aux forces russes en septembre 2022. C'est une zone qui est attaquée comme le Pokrovsk, on en parle beaucoup moins, mais qui est également attaquée depuis des mois et des mois, et dans laquelle les Russes se sont infiltrés. Alors avec cette particularité, c'est que dans les combats actuels, c'est très difficile il n'y a pas quelque chose de très net, et on a beaucoup d'infiltration, ça a beaucoup de progression. Les Russes revendiquent la prise complète de la ville. Les Ukrainiens disent que non encore, mais de toute façon, il est probable que si c'est pas déjà le cas, ça le sera dans les jours ou à la limite les semaines qui viennent. Donc oui, de fait, c'est un succès pour l'armée russe, sachant que les noms de victoire, ce sont des noms de villes. Donc il faut des noms de villes pour donner des victoires, de villes un peu importantes. Quand Kupiansk, ça n'est une. Donc ça s'ajoute, le problème c'est que ça s'ajoute effectivement à un combat à Pokrovsk qui est également difficile pour les Ukrainiens. Et donc, c'est une mauvaise période, incontestablement, pour les Ukrainiens. Votre regard aux deux politiques, avant d'en arriver au cœur du débat, sur les propos du général Mandon, est-ce que l'armée russe, Vladimir Poutine, vous semble plus puissant que prévu? C'est ce que dit le président de la République, c'est ce que dit le général Mandon. Il est puissant, la Russie est puissante. Elle est face à une difficulté très forte en Ukraine, bientôt 4 ans pour une guerre qui devait durer 3 semaines. Mais c'est une armée déterminée, avec une disproportion en sa faveur en termes d'hommes, et aujourd'hui en termes de matériel, parce qu'il y a très peu ou pas de livraison américaine, et que les Européens ne font pas assez. Louis Alliot. On croyait que la Russie allait gagner cette guerre, en tout cas très vite, et puis on s'aperçoit que la résistance ukrainienne quand même a fait son chemin, avec l'aide des Européens et de l'OTAN. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il apparaît que la Russie est puissante sur le terrain, même si elle n'a pas encore gagné. Que peut-être il est temps de se mettre autour de la table de la négociation pour éviter d'autres pertes humaines aujourd'hui inutiles, et pour éviter à l'Ukraine de s'effondrer. Parce que c'est vrai que les livraisons d'armes qui ne se font plus aujourd'hui mettent en péril tout simplement l'ensemble de l'armée ukrainienne sur le terrain. Et donc je pense qu'il faudrait quand même un jour qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on met sur la table pour négocier avec la Russie. Cette question, on se l'est posée depuis longtemps, et même depuis le début en réalité. Le problème, c'est que on a l'image d'un homme qui ne veut pas de négociation, il veut une capitulation de l'Ukraine. Et on voit bien que les dernières tentatives américaines, en tout cas ce qui en a fuité, ça ne bouge toujours pas. Vladimir Poutine a des demandes qui sont inacceptables pour les Ukrainiens, et c'est aux Ukrainiens de décider quand ils sont prêts à un cessez-le-feu. Pour le moment, Vladimir Poutine pense encore qu'il a des cartes dans sa main, qu'il va pouvoir surtout éviter les sanctions dont Donald Trump le menace et qui devrait entrer en vigueur dans les jours qui viennent. À chaque fois que quelque chose de sérieux se profile, Vladimir Poutine fait semblant d'être prêt à des négociations, mais qui ne sont pas des négociations. Et quand vous dites, Monsieur Alliot, puisque c'est très difficile pour les Ukrainiens, puisqu'ils n'ont pas assez d'armes, il est temps qu'ils négocient, y compris le fusil sur la tempe. Moi, je renverse la proposition. Il est temps qu'on fasse davantage pour l'Ukraine que ce que nous faisons aujourd'hui. Ce qui se passe en Ukraine, la façon dont les Ukrainiens arrivent à fixer, à résister à la Russie, ça nous protège d'autre chose. La France a quoi à donner à l'Ukraine aujourd'hui ? Quel est le matériel que la France pourrait donner à l'Ukraine pour faire face à la Russie ? On a tout à fait la possibilité de donner du matériel. D'ailleurs, on a donné des Mirages et on les a vus dans le ciel ukrainien. On va donner encore davantage de drones. On va faire des joint ventures sur les drones. On a des missiles Aster. Nos industries produisent beaucoup plus et beaucoup plus vite qu'auparavant. Pas encore assez. Et puis c'est pas seulement la France, c'est l'ensemble de l'Europe. L'Allemagne en fait davantage. Le Danemark en fait davantage. Pourquoi on l'a pas fait déjà ? Parce qu'on ne peut pas.
Mais bien sûr qu'on peut. On ne peut pas. Mais bien sûr qu'on peut. Et c'est pas seulement qu'on peut, c'est que c'est notre intérêt. C'est qu'on doit, pour nous-mêmes, ce qu'on fait aujourd'hui, les efforts qu'il faut consentir pour aider l'Ukraine, ça nous coûte beaucoup moins cher que d'avoir demain une capitulation de l'Ukraine et une Russie enhardie qui s'en prendrait à des pays de l'Union européenne.